comment pouvez-vous espérer que quelque chose de positif arrive dans votre vie si vous ne vous aimez pas? Vous n'allez pas vous faire ces cadeaux. D'où la nécessité d'apprendre à s'aimer, de commencer à cultiver et à créer cet amour de vous-même. Tous les jours, vous aurez pris soin de vous, parce que ça va commencer à changer l'estime de vous-même, ça va commencer à changer le regard que vous avez sur vous-même, ça va commencer à vous donner un peu plus de hauteur, de recul par rapport à vous-même. Alors, comme on va parler d'amour de soi, je me demandais, avant de commencer la conférence, je me suis dit, mais si les gens ne s'aiment pas, alors qu'est-ce qu'ils ressentent pour eux-mêmes? De la colère, du mépris, de la haine, et je me demandais pourquoi. Pourquoi est-ce que... Vous savez, un jour, Dalai Lama a donné une conférence, et il a été interrompu, à un moment, il a été plutôt interloqué, parce qu'une personne a posé une question sur la haine de soi. Et il était surpris à tel point qu'il ne savait même pas quoi répondre, parce qu'il disait, mais c'est quoi la haine de soi? Pourquoi est-ce qu'une personne devrait se haïr? Et il ne comprenait pas. Et de là, d'ailleurs, est sortie la citation du Dalai Lama: la haine de soi est une attitude très négative, lorsque l'on creuse un peu derrière les apparences, on s'aperçoit que cette haine n'est que le résultat d'une trop haute idée qu'on a de sa personne. En effet, on veut à tout prix être le meilleur. Et s'il manque le plus petit détail à notre image idéale, on ne peut le supporter. C'est une forme d'orgueil. Alors c'est vrai que les gens n'aiment pas du tout quand on leur dit ça, parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai posté ça, et on a eu quelques réactions. C'est assez étonnant, et pourtant, c'est assez juste. La question, moi, que je me pose, c'est comment arriver à retrouver cette estime et cet amour de soi. Je peux parfaitement comprendre, bien sûr, le parcours de chacun a fait qu'on est arrivé à cette mésestime de soi, et je pense que c'est quand même très important, parce que, pour plusieurs raisons. La première, et c'est simple, hein, il convient de se poser cette question. Alors attendez, il faut juste que j'éclaire un tout petit peu mon écran. La question qu'on se doit poser, c'est est-ce que vous allez donner de l'amour à quelqu'un que vous n'aimez pas? Est-ce que vous allez lui faire des câlins? Est-ce que une personne que vous n'aimez pas, vous allez lui faire des cadeaux? Est-ce que vous allez lui souhaiter du bonheur? Peut-être que oui, mais avec beaucoup de difficultés, si on est honnête avec soi-même. Donc, si vous ne vous aimez pas, quels sont les cadeaux que vous allez vous faire de votre vie? Et en fait, et je pense que c'est très important de comprendre que ce qui nous arrive, ou ce qui ne nous arrive pas d'ailleurs, est tout à fait à la mesure du peu d'amour qu'on s'accorde. Combien je vois d'ailleurs dans nos relations, surtout en Occident, c'est quand même quelque chose de très présent. Vous voyez, on parle de plus en plus des relations de manipulateurs à manipuler, de pervers narcissiques, etc. Mais qu'est-ce qui amène, moi la question que je me pose, parce que c'est vrai, on a tendance à se positionner en victime, à mettre tout sur le pervers narcissique, et qui est pour quelque chose, bien sûr, c'est pas du tout la question. Mais moi la question que je me pose, qu'est-ce qui amène une personne à établir ce genre de relation, à rencontrer ce type de personnes? Et on va voir que chaque fois, eh bien, c'est un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi. Parce que, comme disait une de mes amies psychologues, et encore une fois, là aussi, à très juste titre, elle disait toujours, l'autre, c'est le cadeau que vous vous faites. Donc, quel est le cadeau que vous vous faites? Et vous voyez, c'est vraiment important, parce que tant qu'on est vraiment dans cette mésestime de soi, dans ce manque de respect, je vois tellement de personnes qui se plaignent que les autres ne les respectent pas, etc. Je leur dis, mais vous-même, est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous avez ce respect pour vous-même que vous demandez aux autres? Et est-ce que vous avez cet amour pour vous-même que vous demandez aux autres? Et souvent, c'est ça le problème, c'est que dans nos relations, finalement, on essaie de combler des manques. On attend que l'autre nous aime parce que nous, on ne s'aime pas suffisamment. Et c'est malheureusement le triste cadeau qu'on lui fait aussi de son côté. Mais je vous rassure, c'est pas par hasard s'il vous rencontre ou s'il rencontre, ou si vous-même vous rencontrez une personne qui ne s'aime pas. Et c'est rigolo parce que quand on regarde les choses avec un peu de détachement, on voit deux personnes qui ne s'aiment pas, mais qui tentent et désespérément de trouver cet amour.
Et vous savez très bien comment les relations sont. Après, on fait des reproches, l'autre il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, etc. Il est pas, et il y a toujours cette insatisfaction qui demeure en arrière-plan. Et l'amour de soi, c'est aussi, c'est pas seulement dans la relation, c'est tous les cadeaux qu'on se fait dans l'existence. Si vous avez une bonne estime de vous-même, vous allez vous faire le cadeau d'une activité professionnelle épanouissante. Vous allez avoir des relations sociales aussi riches, hautes en couleurs. Et c'est tous les cadeaux que vous allez vous faire. Et c'est important, regardez, et je pense que c'est Phineas Kimby, un philosophe américain, qui dit « Votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées ». Et on retrouve ça d'ailleurs confirmé par de très nombreux psychologues, que ce soit Freud, que ce soit Jung. D'ailleurs Jung disait « Plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin », ce qui confirme les faits. Et en d'autres termes, mais qui veut dire exactement la même chose, les bouddhistes considèrent que notre vie est une émanation de nos pensées, une émanation de notre esprit, de notre façon de penser. Donc ça veut dire que finalement la vie que nous avons, nous, on aura tendance, dans notre perception ordinaire, à dire bah, c'est de la faute à pas de chance, c'est de la faute à mes parents qui m'ont pas transmis, qui m'ont pas donné d'amour, etc. Parce que c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement. Mais je réponds toujours à ces personnes. Mais vos parents sont plus là. En quoi ça vous empêche de vous aimer maintenant? Bien sûr, ils vous ont pas forcément donné les bons repères, mais s'ils n'ont pas réussi à vous aimer, ou vous donner l'amour que vous semblez réclamer, c'est sans aucun doute qu'eux-mêmes ne l'avaient pas. Parce que on sait très bien qu'un parent aimant, un parent qui s'aime, est un parent qui va être aimant et qui va transmettre de l'amour à ses enfants. Et on sait très bien que cet amour va l'aider à s'épanouir, à être une personne qui va avoir confiance en elle, qui sera bien dans sa peau, etc. Donc on sait très bien à quel point ça participe à l'épanouissement de la personne. Alors que faire? Ça veut dire que, parce que mes parents n'ont pas su m'aimer, n'ont pas su donner l'amour que j'attends aujourd'hui, que je suis condamné à cette vie. Est-ce que ça veut dire que je ne peux rien changer? Moi, je trouverais ça quand même particulièrement dramatique. Et heureusement, dans les faits, ça ne se vérifie pas, parce que depuis, ça fait maintenant 36 ans que j'enseigne les pratiques dont je vais vous parler maintenant. Ça fait 36 ans que j'enseigne ces pratiques, et j'ai vu tellement de personnes transformer leur existence parce qu'elles ont retrouvé ce chemin de l'estime d'eux-mêmes, de l'amour de soi, du respect de soi. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire vraie, puisque ça s'est passé dans mon cabinet. Je la raconte assez régulièrement dans les conférences parce que je trouve qu'elle est très évocatrice. Ça parle de confiance en soi, mais on peut le lier à l'amour de soi. C'est une amie qui vient me voir, qui est psychologue et qui brique un poste de responsabilité depuis plus d'1 an. Et ça ne marche pas. Et puis elle vient me voir à mon cabinet, un peu contrariée, en me disant « Écoute, j'en ai assez, ça fait plus d'1 an que je brique un poste de responsabilité et mes supérieurs hiérarchiques refusent de me la donner, ne me l'accordent pas. Et je ne comprends pas. » Et je lui réponds « C'est normal. » Et puis, sur le coup, c'est un petit peu énervé parce que il me dit comme ça, mais t'es avec eux, je comprends pas. Mais je lui dis non, je vais t'expliquer, c'est assez simple. En fait, tu manques de confiance en toi. Et comme tu n'as pas confiance en toi, c'est comme si tu te promenais avec un panneau au-dessus de ta tête sur lequel c'est écrit « Je ne me fais pas confiance, donc vous ne pouvez pas m'accorder cette confiance, puisque je suis la première personne à ne pas m'accorder cette confiance. » Comment les autres peuvent te faire confiance si toi-même tu ne te fais pas confiance? C'est impossible. Et j'ai vu son regard s'est illuminé, puis comme c'est quelqu'un qui suivait mes cours, elle les a repris, elle a repratiqué, elle a dit j'ai dû louper quelque chose, parce que ça arrive souvent, il y a des personnes qui viennent me voir en disant ouais, vos cours marchent pas. si, ça marche, mais il y a peut-être un détail qui vous a échappé, donc refaites, recommencez, et puis effectivement on voit. Et donc elle a repratiqué, et c'est très rigolo parce que plusieurs mois après, elle me dit Bruno, j'ai eu mon poste de responsabilité, t'avais raison. Je dis tu vois, et c'est important parce que de comprendre que nous sommes la source de ce qui nous arrive. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est pas dans le sens où, parce que parfois quand je parle d'être responsable de sa vie, les gens l'entendent avec je suis coupable, c'est de ma faute, si ce qui m'arrive m'arrive. Non, c'est pas du tout dans ce sens. C'est que
dans mon ignorance et dans mon inconscience surtout, eh bien, je sème pas forcément les bonnes graines, et donc forcément, j'ai pas la bonne récolte, j'ai pas une bonne récolte. Et c'est pour ça que on verra, la première étape, c'est de mettre un peu plus déjà de conscience dans sa vie, puis on verra, il y a des antidotes aussi pour pallier à ce genre de difficultés. Mais si vous comprenez ça, c'est vraiment la base, parce que tant que vous êtes dans cette démarche de considérer que c'est de la faute aux autres, encore une fois, je le répète, je ne nie pas l'influence que les autres ont sur votre vie. C'est même évident, il y a une influence. Mais, encore une fois, comment se fait-il que vous rencontriez ce genre de personnes? Tout le monde ne rencontre pas ce genre de personnes. Et c'est à vous que ça arrive. Et c'est sans doute pas par hasard. Et ça, c'est très important de le reconnaître, parce que, vous voyez, il y a une étape qui est fondamentale quand on veut avancer et quand on veut changer sa vie, c'est l'honnêteté envers soi-même. C'est très important d'être honnête avec soi-même. Se dire, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas dans mon existence? Pourquoi je n'obtiens pas ce à quoi j'aspire et qui, au fond, est légitime? Vous avez droit au bonheur. Vous avez parfaitement le droit d'avoir des relations épanouissantes, heureuses. Tout le monde. Et tout le monde aspire à ça. Et vous avez parfaitement le droit, et c'est tout à fait légitime, je dirais que c'est un droit inaliénable à tout être humain d'avoir une existence heureuse et épanouissante. Et tout le monde y a droit. Mais comment se fait-il que certaines personnes y arrivent et d'autres pas? Est-ce qu'ils ont des talents particuliers? Eh bien non. C'est que quelque part, elles se l'accordent. C'est Jim Rohn qui disait, je trouve ça extraordinaire, il disait, si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, vous avez raison. Si vous pensez que vous pouvez réussir, vous avez raison aussi. De quel côté vous allez balancer? Donc, on va essayer de revoir tout ça, et je pense que c'est très important, d'amener, de se rendre compte de qu'est-ce qui fait que j'en suis ici. Et si vous faites partie de ces personnes qui commencent à se dire, bon, j'ai passé mon temps à accuser le monde entier, à accuser mes parents, à accuser le gouvernement, à accuser mes hormones, à accuser, etc. Si j'essaie maintenant de me dire, et si vous vous arrêtez maintenant en disant, est-ce que j'y serais pas pour quelque chose aussi? Est-ce que j'ai pas une responsabilité dans ce qui m'arrive? Encore une fois, je le répète, responsabilité, pas dans le sens de culpabilité. C'est-à-dire, est-ce que il n'y aurait pas quelque chose qui m'échappe dans ma façon de fonctionner? Je vais vous raconter une autre histoire. Vraie celle-ci aussi. Quand j'étais jeune, j'ai fait une formation d'hypnologue. Et puis, cette formation aussi impliquait d'enregistrer sa voix pour trouver le ton juste lorsque on guide les personnes vers ce genre d'état. Et j'étais en train de faire un enregistrement et des amis sont arrivés. Puis à l'époque, vous savez, c'était les grands magnétophones à bande. Et donc ils sont arrivés, et puis distraitement, j'ai oublié d'éteindre le magnétophone, donc je les ai fait entrer, puis on discute comme ça. Puis on échange, ça dure un certain temps. Et puis à un moment, on entend clic, et mes amis me disent, mais tu nous as enregistré? Je dis, non, je leur dis, puis j'étais en train de faire un enregistrement, puis j'ai complètement oublié d'éteindre. Puis par jeu, ils m'ont demandé, bah écoute, repasse la bande, ça pourrait être rigolo de s'entendre comme ça. Et donc j'ai repassé la bande. Il y a une des personnes qui était présente et qui s'entend et dit, c'est pas moi qui parle comme ça. Bah, si, c'est toi. Si, non, c'est pas possible. Et je suis pas agressif comme ça. Et puis nous, on était là, si, un petit peu. Il n'avait pas aimé. Mais pour lui, ça a été vraiment une prise de conscience, parce qu'il ne se rendait pas compte. Il n'avait pas conscience de de sa façon de s'exprimer. Et ce jour-là, il a vraiment compris à quel point il comprenait mieux la réaction de certaines personnes qu'il rencontrait, avec qui il était, parce qu'effectivement, il était assez vif comme ça, puis assez... et ça a été pour lui vraiment une prise de conscience. C'est pour ça que le problème pour nous, et on va voir, ça va être la première étape qui est vraiment importante, nous n'avons pas conscience de nous-mêmes. Nous n'avons pas conscience de notre façon de penser, de notre façon d'agir et de notre façon de nous exprimer. Et il y a un point qui est vraiment essentiel à comprendre aussi, c'est que, et c'est fondamental, et c'est d'une logique extraordinaire, nous ne pouvons pas espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusqu'à aujourd'hui si nous continuons à penser, à agir et à nous exprimer comme nous avons toujours fait. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est comme la personne qui s'obstine, qui est en train d'exécuter une tâche, ça ne marche pas, mais elle s'obstine à refaire exactement la même chose. Donc elle a forcément le même résultat, ça ne peut pas changer, c'est impossible. Donc, et le jour où elle va prendre conscience que sa façon de faire
ne fonctionne pas, qu'elle est inappropriée. Vous voyez, j'ai bien dit inappropriée. Différence est mauvaise, non, elle est inappropriée. Inappropriée à donner le résultat qu'elle souhaite. Et la personne, elle prend conscience de ça. Et là, elle se dit, ben oui, effectivement, il faut que je procède autrement. Et donc, elle va procéder autrement, et ça va lui donner d'autres résultats. Si vous fonctionnez de cette manière, vous vous donnez une chance de changer. Parce que tant que vous ne prenez pas votre vie en main, et tant que vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie, eh bien, vous serez incapable de vous examiner vous-même. C'est-à-dire de vous dire, est-ce que ma manière de penser, d'examiner votre manière de penser, alors on va voir, vous inquiétez pas, hein, c'est pas douloureux, parce que les gens sont toujours inquiets, de regarder sa manière de penser, sa manière d'agir aussi, et sa manière de s'exprimer. Je disais, il y a pas très longtemps, parce que j'ai animé un stage, j'expliquais, si vous voyez que je commence à vous parler de manière agressive, extrêmement vive, vous n'allez pas vous sentir très très bien. Et moi, je ne vais pas atteindre mon objectif qui est de vous transmettre ces connaissances. Parce que je vais créer un malaise. Si, par contre, je vous parle tranquillement, en m'exprimant, amicalement, etc., vous serez beaucoup plus à l'écoute. Donc, ma façon d'être, ma façon de m'exprimer est très importante. Elle a une influence sur le résultat que je veux obtenir. Le problème, c'est qu'on est... je constate ça vraiment en Occident. On n'a pas envie de changer. On voudrait que les choses continuent, viennent comme ça, sans avoir le moindre effort à faire, pour que ça finisse par arriver. Et je me dis, mais c'est quand même... Les gens sont extraordinaires. Donc, maintenant, si vous avez vraiment envie que ça change, il y a un point que vous devez comprendre. Je vais développer parce que j'ai commencé à développer ce point. La notion de résultat est très intéressante. Résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire résulte de... Mais ça résulte de quoi? Eh bien, de tout un ensemble de causes et de conditions auxquelles vous participez consciemment ou inconsciemment. Comme je viens de le dire, ma façon de m'exprimer va jouer un rôle dans ma façon de communiquer le résultat, d'obtenir le résultat. Donc, dans ma façon de communiquer. Si, par ma façon de parler, je rends les gens attentifs, eh bien, je vais avoir un meilleur résultat. Je serai plus capable de transmettre et de partager les informations que j'essaie de leur partager, parce que j'ai besoin que les personnes aient un esprit ouvert, à l'écoute. Si je me montre agressif, ils vont plutôt se refermer, et donc je ne pourrai pas transmettre. Donc, je joue un rôle dans ce qui m'arrive. Et ça, c'est le résultat que j'obtiens. Résulte de... Et c'est très important, une fois que vous avez compris ça, que tout ce qui vous arrive, finalement, c'est un aboutissement. C'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions, et qui n'a pas commencé hier, qui n'a pas commencé avant-hier, qui a commencé il y a très très longtemps. Et c'est tout cet ensemble de causes et de conditions, parce que, au fur et à mesure que vous avez avancé dans votre existence, vous avez reçu de nombreuses influences, pas seulement celles de vos parents. Bien sûr, celles de vos parents ont joué un rôle, vos tuteurs, ou en tout cas ceux qui vous ont servi d'éducateurs. L'école, tout ce que vous avez reçu, l'environnement, le pays, les informations, les expériences que vous vivez, toutes les personnes que vous rencontrez, et toutes les circonstances que vous rencontrez, participent à influencer votre manière de voir les choses, votre manière de penser. Vous vous forgez des idées, vous vous forgez des croyances, vous tirez des conclusions sur ce que vous vivez, et c'est comme ça que petit à petit, vous vous enfermez dans une certaine représentation mentale de la réalité. Le problème, c'est que comme toute croyance, quand ça reste une croyance, que c'est quelque chose qui n'a pas été vérifié, eh bien c'est une prison, ça vous enferme. C'est pour ça que parfois certains coachs parlent de croyances limitantes, mais il n'y a pas de croyances limitantes. Toutes les croyances sont limitantes parce que ce ne sont que des croyances. Ce n'est pas la réalité en soi. Donc ça, c'est la première chose vraiment à comprendre. Et ça veut dire qu'à partir de là, et c'est très intéressant, si vous creusez un peu la question, si finalement tout résulte d'un ensemble de causes et de conditions, et c'est le cas, vous prenez... Alors je donne souvent cette image c'est celle d'un nuage. Regardez un nuage. Il apparaît, il se forme, et il se forme à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions. Et il se déforme, ou plutôt il se modifie, il change sa forme par le changement des différentes causes et conditions qui participent à sa manifestation. Et il se dissout, il disparaît à la faveur du changement des causes et des conditions qui l'ont fait apparaître. Eh bien, tout ce que nous vivons
C'est exactement pareil. Et une fois qu'on a conscience de soi, de ça, c'est extraordinaire, ça donne un espoir fantastique. Ça veut dire que rien n'est figé, que tout peut changer. Et tout peut changer, effectivement, parce que tout est malléable. Tant qu'on croit à la fixité des choses, tant qu'on croit que les choses sont figées, et je vois tellement de gens, c'est ce qu'on appelle le mythe de la personnalité immuable. Les gens disent « je suis comme ceci, je suis comme cela, et donc je ne peux pas changer ». Il y a des personnes qui disent « je suis de nature angoissée ». Mais angoissée, c'est pas une nature. C'est acquis, et c'est quelque chose qui peut être changé. Je suis timide. Vous voyez la croyance, on s'enferme dans une image, je suis timide. En réalité, c'est faux. On n'est pas timide. Si on examine les choses, je ressens telle ou telle sensation, émotion ou pensée dans telle ou telle circonstance. Ça veut dire que je ne suis pas timide tout le temps, ou plutôt, je n'éprouve pas ce genre de sensation tout le temps. Déjà, vous voyez, ça réduit déjà. Et plus vous allez creuser la question, plus vous allez voir que c'est un état qui n'est que temporaire, mais seulement je m'y attache, et je le fais exister. Mais alors comment je peux faire pour arriver à me défaire de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances dans lesquelles je suis enfermé, surtout que le pire, c'est que la majorité de ces pensées sont ignorées par la conscience. Si vous avez entendu parler un peu de Freud, vous vous rappelez l'histoire de l'iceberg. L'iceberg, c'est la partie consciente, la partie immergée de l'iceberg, c'est la partie consciente et tout le reste est ignoré par la conscience. Et je répète cette phrase de Jung, plus une pensée ignorée par la conscience, plus elle a de chance de se transformer en destin. Et mais comment je peux échapper à ce destin, finalement, qui a l'air terrible, puisque ma vie, c'est un désastre. J'ai des relations compliquées avec les gens, j'ai des relations difficiles avec mes enfants, avec mes parents, c'est tout pourri, mon métier, c'est une catastrophe parce que je ne m'y plais pas, c'est juste pour pouvoir avoir une paye à la fin du mois, etc., etc. Est-ce que c'est possible vraiment de changer ça ? Ben bien sûr que c'est possible, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait avant vous. Et ça se vérifie à chaque fois. Mais la première étape, et on va voir maintenant, je vais vous dérouler les différentes clés que vous pouvez mettre en application, si, et seulement si, ça vous intéresse, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Et comme je me plais à le répéter, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main, pas à des personnes qui croient au miracle, qui pensent que, voilà, il y a une technique qui va faire que, pauvre, en quelques séances, on va tout changer. Ça n'existe pas. Si vous comprenez cette histoire du jeu des causes et des conditions, eh bien, vous comprenez que c'est la même chose. Si je veux avoir une bonne récolte, eh bien, il faut que j'apprenne à planter les bonnes graines, que je sache trier les bonnes graines, que je sache les planter au bon moment, au bon endroit aussi, parce qu'il y a des plantes qui ne supportent pas le soleil direct, donc je ne vais pas les mettre en plein soleil. Il y a des plantes qui aiment bien la mi-ombre. Au contraire, par contre, il y a des plantes qui adorent le plein soleil, etc. Et de savoir jouer. Il y a des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Pour des choux ont besoin énormément d'eau, comme surtout lors de la germination, les carottes. Et puis, si vous arrosez trop vos tomates, eh bien, elles vont choper le mildiou, etc. Et ça, c'est des connaissances qui sont indispensables à savoir. Sinon, eh bien, vous n'allez pas avoir une bonne récolte. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Si vous comprenez comment l'esprit fonctionne, eh bien là, ça vous aide. Et c'est toutes ces connaissances que vous allez découvrir maintenant dans cette démarche que j'enseigne depuis 36 ans. Et c'est pour cette raison que je vous donne cette conférence. La première étape, comme on l'a vu, c'est que si je veux me libérer de ces croyances dans lesquelles je suis enfermé, sans même parfois m'en rendre compte, parce que c'est tellement habituel, on est tellement imprégné dedans, mais encore une fois, parfois je charrie les personnes qui viennent me voir. Si vous voulez savoir à quoi vous pensez, bien regardez votre vie. Parce que si vous avez compris que votre vie est le reflet de vos propres pensées, c'est une émanation de vos pensées, eh bien maintenant, mais je sais qu'il y a des personnes, peut-être qui m'écoutent déjà maintenant, qui sont tentées de dire « Ouais, non, mais attends, c'est pas possible, parce que je vois comment les personnes agissent avec moi, ils n'ont pas été sympas, j'ai eu une vie affreuse, mon enfance, c'est terrible. » Si je vous racontais mon histoire, vous auriez même du mal à y croire. J'ai même écrit un livre qui s'appelle « Quand la vague réalise quel est l'océan ». Mon enfance, c'était un vrai conte de Zola. J'ai vécu des choses que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mais vous voyez, je suis devant vous et je suis quelqu'un de parfaitement heureux. Et je suis très heureux d'ailleurs de pouvoir vous partager ces connaissances parce que ce sont des choses que j'applique. Je ne suis pas un conférencier qui se contente de faire le perroquet parce qu'il a fait plein d'études, il a la tête, il a le crâne bourré de connaissances. C'est vraiment
tout ce que je pratique moi-même, que je vous transmets ici, maintenant, et que j'ai pu vérifier par moi-même, qui fonctionne parfaitement. Et j'ai pu voir, maintenant, depuis 36 ans que je transmets ces connaissances, combien les personnes, dès qu'elles mettent en application, eh bien, elles ont des résultats. Parce qu'elles ont su réunir les causes et les conditions qui participent à la réalisation de leur bonheur. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il ne faut pas rêver, parce que y a des habitudes qui sont profondément ancrées, qui sont ancrées en nous. Il y a même des... je vous parlerai de la culpabilité, mais la culpabilité, c'est ancré. Parfois, les personnes me disent, mais mes parents ont été culpabilisants. Mais oui, parce que eux-mêmes étaient coupables. Mais c'est quelque chose qui est ancré depuis des millénaires dans notre conscient collectif. Bon, c'est vrai que on s'en débarrasse pas comme ça, du jour au lendemain. Vous croyez que, pof, ça y est, ça va disparaître. Eh bien non. Mais avec la pratique, petit à petit, on peut renverser la vapeur, transformer, arriver à dissoudre ces croyances dans lesquelles on est établi, qu'on appelle aussi les perceptions, la perception qu'on a de la vie, ou les représentations mentales qu'on a de l'existence, et qui sont vraiment profondément ancrées en nous. La première étape, c'est de mettre de la conscience sur sa vie, de mettre de la conscience sur sa manière de penser, de la conscience sur sa manière d'agir, et de la conscience sur sa manière de s'exprimer. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend du recul, on prend de la hauteur. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Par la pratique, par l'éveil de l'attention. Alors vous entendez beaucoup parler aujourd'hui, parce que c'est un mot à la mode, qui est apparu dans les années 70 grâce au docteur Kabat-Zinn, qui à l'époque enseignait la méditation, mais vous voyez que ça posait problème, et donc il a employé ce terme de pleine conscience. Beaucoup de gens d'ailleurs ont dit méditation pleine conscience, mais en fait il a parlé de pleine conscience. C'est une pratique très particulière qui est extrait en réalité de la méditation et qui a été à but thérapeutique dans la pratique du docteur Kabat-Zinn. Après, elle s'est répandue, on en a fait une pratique systématique. Mais en réalité, à l'origine, c'est pour ça que moi le mot pleine conscience me gêne un petit peu, parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose qui est un peu extérieur à nous, qui sort de je sais pas où. Je parle d'attention, pourquoi? Parce que à l'origine, parce que la méditation existe depuis 4000 ans. On a des preuves archéologiques, elle a été beaucoup mise à l'honneur grâce à Bouddha il y a 2500 ans, donc, et on ne parle pas de pleine conscience, mais d'attention. Pourquoi l'attention? Parce que c'est une faculté que nous possédons tous. Nous avons cette faculté d'attention. Quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes, il y a un de vos proches qui est malade, vous allez prendre soin de lui, mais vous allez lui prêter de l'attention, parfois sans avoir besoin de parler, d'être juste là, d'apporter votre présence, parce que ça lui fait du bien. Il a besoin que vous soyez là. De temps en temps, vous vous retirez parce que vous prêtez de l'attention et que vous êtes à l'écoute de ses besoins. Vous dites, il a peut-être besoin d'être tranquille, etc. Et ça, vous le savez, le jauger grâce à l'attention que vous portez. Et c'est très intéressant, dans le mot attention, il y a une notion de bienveillance. Eh bien, c'est là où vous allez commencer à être bienveillant à l'égard de vous-même, parce que vous allez vous prêter à vous-même cette attention. Et comment est-ce qu'on va faire? D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est l'intérêt de cet éveil de l'attention. Parce que l'éveil de cette attention va vous permettre de stabiliser votre conscience. Parce que si vous regardez, et c'est un fait, tout à fait objectif que vous pouvez vérifier par vous-même, notre conscience, en état ordinaire, a la fâcheuse tendance de s'identifier aux pensées et de les suivre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous êtes identifié aux pensées, vous êtes forcément identifié aux émotions. Et si la colère monte, par exemple, comme on dit, je me suis laissé emporter dans la colère. Eh oui, effectivement, c'est la colère qui vous a emporté. Vous êtes parti avec la colère, parce que vous êtes identifié à vos pensées, et donc aux émotions qui les génèrent. Et c'est pareil pour la peur. Lorsque la peur se manifeste, vous avez l'impression de ne plus rien pouvoir maîtriser. Vous êtes saisi par la peur. Et c'est vrai pour toutes les émotions. Vous prenez la jalousie aussi, qui va générer des angoisses. Les personnes vont même parfois perdre complètement la tête, vont faire des choses complètement insensées, parce qu'elles sont prises par ce sentiment extrêmement destructeur, surtout pour elles-mêmes. Et qui est lié d'ailleurs au passage à un manque d'estime de soi. Donc, la première chose à faire, c'est de pouvoir prendre de la distance par rapport à soi, par rapport à ses pensées. Et ça, c'est ce que va permettre le développement, l'éveil de l'attention. Parce qu'en entraînant l'attention à rester là où vous êtes, et on va voir comment, eh bien,
vous stabilisez aussi la conscience. Votre conscience, vous allez être de plus en plus présent là où vous êtes. Et je fais très attention à ne pas employer le mot l'instant présent, parce que c'est vrai que c'est devenu vraiment le mot à la mode. Mais quand on commence à regarder, à examiner les choses de près, la notion de temps est une notion qui est complètement relative. Le passé, c'est fini. Vous ne pouvez rien en faire. Qu'est-ce qui vous reste du passé? Juste des souvenirs. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé ne s'est pas passé. Ça s'est passé avec votre niveau de conscience du moment. Parce qu'en plus, si vous reviviez exactement ce que vous avez vécu avec un autre niveau de conscience, vous auriez une perception différente. Donc le passé n'a rien d'objectif. Et ensuite, on parle de l'instant présent. Mais à quel moment commence le présent? C'est très fugace. Donc pas de présent. Impossible de trouver un présent. Et le futur, lui, n'existe pas encore, puisqu'il n'est pas advenu. Et on va voir à quel point, et c'est ce que disait Bouddha, ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est ce que vous faites maintenant, parce que c'est ce qui va déterminer votre avenir. D'où l'intérêt. Les gens se préoccupent de ce qui va arriver demain. Et ça ne sert à rien de se préoccuper de ce qui va arriver demain, si vous continuez, comme je l'ai dit, à agir, à penser, et vous exprimer comme vous l'avez toujours fait. Parce que ce que vous allez vivre demain sera la juste continuité de ce que vous êtes en train de semer maintenant. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez compris ça, vous vous dites, mais à ce moment-là, c'est très important que je sois là pour semer les bonnes graines. Mais pour être là, et qu'on vient de s'entraîner. Parce que comme je viens de l'expliquer, votre conscience se perd dans les pensées. Donc on va stabiliser tout ça. Et c'est pour ça qu'on va utiliser différents supports, on va utiliser le corps, on va utiliser le souffle, on va utiliser beaucoup d'autres fonctions, on va même voir, et ça c'est une pratique extraordinaire qu'on trouve dans le premier niveau de la démarche dont je vous parle, la conscience a cette capacité à la fois de s'élargir dans le temps et dans l'espace. Et c'est quelque chose d'assez surprenant parce que ça nous permet de prendre vraiment de la hauteur et de complètement relativiser aussi ce qui nous arrive. Chaque fois que les personnes font cet exercice, elles me disent « Waouh, c'est assez extraordinaire, ça nous donne une autre perspective sur notre vie. » Et bien sûr, parce qu'on est ordinaire, on n'a qu'une perspective, celle de nos pensées, de nos émotions dans lesquelles nous sommes enfermés. Alors que quand vous avez du recul, et c'est ce que disait exactement Dalai Lama, il donnait une conférence, et puis il avait pris un œuf qui était devant lui. Il a dit, oui, cet œuf, si je le mets tout près du visage, je ne vois plus que l'œuf, mais si je le mets au bout du visage, je le vois au bout de la main, je vois l'œuf, mais je vois tout le reste. Et tout le reste, c'est ce qui est autour de vous, mais c'est aussi toutes vos richesses, tous vos potentiels auxquels vous n'avez pas accès tant que vous êtes collé dans vos pensées. Donc c'est là l'intérêt. Donc cet entraînement déjà de base, ça c'est la première étape, cet entraînement de base va énormément vous apporter. D'abord en stabilité, en calme, puisque vous n'alimentez plus ces pensées, parce que les pensées, elles s'agitent parce qu'on les alimente dans notre inconscience, donc vous allez avoir beaucoup plus de calme, les émotions vont se stabiliser aussi. Au niveau de la santé, maintenant, il y a énormément de publications, je crois il y a plus de 2000 publications scientifiques sur les effets de ce genre de pratique. Au niveau de la santé, il y a une normalisation de la pression artérielle, diminution du taux d'acide lactique dans le sang, il y a une augmentation des anticorps de 30% au bout de 3 semaines de pratique, donc c'est quand même intéressant. Le cœur bat plus calmement, il y a une légère vasodilatation périphérique qui se produit au niveau du corps, donc les échanges se font beaucoup mieux, donc tout ça est très positif pour l'organisme. Au niveau de l'électroencéphalographie, on verrait les ondes se ralentissent, on passe des ondes bêta à des ondes θ, qui sont des ondes beaucoup plus lentes, et dont on sait qu'elles ont un effet extrêmement positif sur le psychisme. Elles participent très largement à notre équilibre. Donc d'où l'intérêt d'avoir cette pratique. Et je ne vous parle pas des effets sur la créativité, enfin c'est assez étonnant, parce que dès qu'on est un peu décollé de soi-même, ça peut, vous savez, vous dessinez un tableau, vous êtes en train de faire de la peinture, mais tant que vous êtes tout près, vous voyez pas, peut-être que vous êtes en train de vous échapper. Et vous prenez de la distance, c'est ce que fait toujours un peintre. Il prend de la distance par rapport à son tableau, et ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble. Et nous, on ne peut pas avoir cette vue d'ensemble de notre vie. On ne peut pas avoir ce recul par rapport à nous-mêmes, tant qu'on est collé dedans. Donc la pratique va donner ça. Et l'autre point qui est très important par rapport à l'attention, et c'est ce que je n'arrête pas de répéter aux personnes qui pratiquent avec moi, je leur dis, mais vous vous rendez compte, c'est très important. Parce que vous êtes capable maintenant, vous prenez un quart d'heure, 20 minutes par jour, parce que c'est ce que ça implique. Alors je vois tout de suite des personnes qui disent « Ah, mais il faut pratiquer tous les jours ». Je vais vous expliquer, je vais revenir dessus parce que c'est très important. Je leur dis « Mais c'est très important, ça veut dire que vous prenez enfin en considération. Jusque-là, la conscience était plutôt tournée vers l'extérieur, et là, vous la tournez vers vous-même. Et vous prenez enfin en considération.
Donc c'est pas du narcissisme, vous prenez soin de vous. C'est très différent de s'occuper de soi et se préoccuper de soi. Les gens qui sont préoccupés de soi, ils sont toujours en train de se dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. C'est du narcissisme. C'est pas de l'amour de soi. Et ils font très attention à leur image, etc. Ils dépendent toujours de l'approbation, de la désapprobation des autres. Là, vous prenez soin de vous. Alors je reviens sur cette notion de pratiquer régulièrement tous les jours. Je leur dis, mais c'est terrible. Parce que, vous savez, il y a un truc en Occident qui est quand même fantastique, c'est qu'on associe effort et contrainte. Pour nous, dans notre inconscient, effort égale contrainte. Et moi qui passais beaucoup de temps, j'ai passé plus de 15 ans avec les Tibétains, et j'ai découvert un truc extraordinaire. Eux, ils parlent d'effort joyeux. Ils pratiquent l'effort joyeux. Et donc vous allez pratiquer un effort joyeux si vous voulez entreprendre la démarche. Tous les jours, vous allez vous faire plaisir. C'est pour ça que j'arrête pas quand je fais une conférence comme celle-ci, je dis toujours aux personnes, si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder, eh bien cette démarche, elle est faite pour vous. Alors, l'autre argument, c'est que les gens me disent, j'ai pas le temps. Je me dis, les gens, ils exagèrent quand même. Quand je vois le temps qu'ils perdent dans plein de choses qui leur servent strictement à rien, aujourd'hui, la moyenne du temps que les gens passent devant un écran, télévision, ordinateur compris, hors profession, 5 heures par jour. Vous vous rendez compte ? 5 heures devant un écran. Et pas me dire que les gens ne peuvent pas prendre un petit quart d'heure pour prendre soin d'eux. Et ce petit quart d'heure qui peut changer totalement leur existence. C'est rien du tout, vous vous rendez compte ? Un quart d'heure pour commencer à planter les graines de la vie à laquelle on aspire. C'est quand même rien du tout. Donc, et tous les jours, eh bien, c'est comme si vous posiez une pierre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis un jour vous aurez un magnifique édifice. Tout ça parce que tous les jours, vous aurez pris soin de vous, parce que ça va commencer à changer l'estime de vous-même, ça va commencer à changer le regard que vous avez sur vous-même, ça va commencer à vous donner un peu plus de hauteur, de recul par rapport à vous-même. Et petit à petit, les choses ont commencé à changer et commencé à prendre une autre place, parce que votre vision va s'éclairer aussi, parce que ce recul que vous avez par rapport à vous-même vous donne une vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus large et forcément beaucoup plus éclairée. Mais si on se contentait de cette pratique, ça ne suffirait pas, parce qu'au bout d'un moment, vous allez rencontrer des obstacles, parce que votre mental est tenace. Les habitudes, comme je l'ai dit, sont profondément ancrées en nous, parfois je dirais, c'est presque génétique. Mais ça ne veut pas dire, parce que ça aussi, c'est le truc dans notre culture, c'est génétique, alors on ne peut rien changer. Mais c'est pas vrai, c'est complètement faux. On sait aujourd'hui que la méditation agit directement sur la structure, ce que ne fait aucune thérapie. Et donc ça, c'est quand même très intéressant. Shyama Rinpoche, qui a été... qui est décédé aujourd'hui, est un sage que j'ai eu le bonheur de fréquenter pendant près de 15 ans. Il était très considéré dans sa communauté. Il appartenait à l'école Nyingmapa. C'était quelqu'un d'assez déroutant d'ailleurs, mais moi, ce qui m'a beaucoup... pour moi, c'était vraiment une source d'inspiration extraordinaire, parce qu'il incarnait cette sérénité, cette tranquillité. Je trouvais ça vraiment fantastique. Et donc, j'ai passé du temps avec lui et j'ai énormément appris. Et Shyama Rinpoche nous expliquait que l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant et l'autre qui tire en arrière. Le moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations. On aspire à avoir des relations heureuses avec les autres. Enfin, j'imagine, pour vous. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Mais on peut aspirer à une activité professionnelle qui soit plus épanouissante. On peut aspirer à avoir des relations avec son conjoint, sa conjointe, qui soit riche, qui soit épanouissante, haute en couleur. Bref, on aspire au bonheur. Et c'est tout à fait légitime. Mais quel est cet autre moteur qui tire en arrière ? Eh bien, ce sont nos peurs, qui sont... Je ne vais pas toutes les nommer, il faudrait des volumes entiers pour écrire toutes les peurs. La culpabilité, les vues, c'est-à-dire les représentations mentales qu'on a sur les choses, sur les situations, qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est, et qui génèrent justement des peurs, des angoisses, puis toutes sortes de manifestations indésirables. Et donc, tout ça, c'est un moteur qui nous tire en arrière et qui nous empêche d'avancer. Et on est toujours dans cette espèce de dualité. On veut avancer et en même temps, on se sent freiné. Ou, quand on réussit à obtenir ce que l'on veut,
Et à un moment, certaines personnes vivent ce qu'on appelle un autosabotage. C'est-à-dire qu'elles réussissent parfaitement, tout va bien, puis il y a le truc qui vient, la graine qui vient mettre à mal les rouages, et tout est grippé, tout ne fonctionne plus, même parfois c'est la catastrophe. Donc on va voir comment on peut se débarrasser de ça. Et là on arrive à ce deuxième volet, qu'on appelle, ce sont les postures mentales et les antidotes, qui vont nous aider à nous défaire, d'abord à donner de la puissance à ces aspirations qui nous poussent en avant, et à nous défaire de ces obstacles que l'on porte en nous, de toutes ces contre-motivations qui nous empêchent d'avancer. Alors on va voir d'abord une première chose qui est très importante dans ce deuxième niveau, c'est la capacité à prendre encore plus de hauteur par rapport à ses pensées, ses émotions. Et c'est une pratique qui est extraordinaire parce que elle va nous aider vraiment à poser un regard bienveillant sur nous aussi et d'aller beaucoup plus loin dans ces démarches. Essayez d'imaginer un enfant, votre enfant par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé, qui est en train de soit faire ses devoirs, soit jouer à un jeu, à monter un puzzle par exemple, puis vous voyez ce petit bout de chou en train de s'énerver parce que ça va pas comme il veut et tout. Et vous, votre distance d'adulte, elle vous permet d'apprécier la situation avec un certain détachement. Et puis vous allez voir un sourire, mais c'est pas un sourire de moquerie, c'est un sourire de tendresse, c'est un sourire de compassion à l'égard de votre enfant. Parce que vous, depuis de votre hauteur d'adulte, vous n'allez pas vous énerver avec lui, ça va rien résoudre, au contraire, ça ne va pas l'aider. Vous allez le voir, puis vous lui demandez, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, puis vous allez l'aider. Eh bien, vous allez faire la même chose avec vous dans cette pratique, et c'est extraordinaire. Vous allez appliquer ce fameux sourire intérieur, et de vous regarder quand parfois vous êtes laissé emporter, vous avez eu des sauts d'humeur, etc., de prendre les choses. Parce que qu'est-ce que vous faites d'habitude quand ça ne fonctionne pas? Vous vous énervez, vous vous auto-jugez, et puis après vous entrez dans cette espèce de cercle vicieux qui vous conduit vers le manque d'estime de soi. Vous dites, ouais, j'ai encore raté un truc, etc. Et là, vous commencez à vous faire du tort. Deuxième volet, la culpabilité. C'est un véritable poison. Et contrairement à ce que certains auteurs prétendent, se libérer de la culpabilité, ça vous ne déresponsabilise pas, c'est même tout l'inverse, puisque quelqu'un qui se sent coupable aura même parfois tendance à en vouloir à la personne qu'elle a blessée elle-même, parce qu'elle se sent justement coupable. Donc ça nous empêche, parce que comme on a cet auto-jugement à l'égard de soi, on a beaucoup plus de mal de reconnaître nos erreurs. Alors que quelqu'un qui est libre de culpabilité, il va beaucoup plus facilement reconnaître volontiers que, effectivement, son comportement n'était pas très heureux ni très approprié. Et il sera capable de manifester du regret. Mais surtout, c'est un véritable poison parce que ça génère des angoisses, peur de vivre, l'anxiété aussi, cette anxiété généralisée dont de plus en plus de gens souffrent dans une culture, est beaucoup liée à cette culpabilité latente, et ça conduit à des comportements destructeurs, autodestructeurs, et j'en passe. J'ai fait toute une leçon là-dessus que j'ai voulu complète, parce que c'est un véritable fléau. Et comme je disais au début de la présentation, c'est inscrit en nous depuis des millénaires. Ça remonte à très loin dans le temps, donc ça prend du temps pour s'en libérer. Mais tant qu'on ne le fait pas, eh bien, coupable, tu as dit coupable. Et c'est ce que vous promenez avec vous toute votre vie. Donc, on se débarrasse de ça. L'acceptation de soi, je ne vais pas toutes les citer, mais parce qu'il y a 12 pratiques comme ça dans le deuxième niveau. L'acceptation de soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez apprendre à vous accepter, c'est-à-dire à mettre de la conscience, à mettre davantage de conscience sur vos ressources, sur vos qualités humaines, parce que vous en avez, elles sont inhérentes à votre vraie nature. C'est pas quelque chose qui est inventé, pas quelque chose que vous avez besoin de fabriquer. Vous n'avez pas besoin de développer vos qualités, parce qu'elles sont déjà présentes. Il s'agit de mettre un peu plus de conscience dessus pour les faire exister davantage. Mais comme vous vous êtes entraîné avec le premier niveau à stabiliser votre conscience, eh bien c'est beaucoup plus facile pour vous d'identifier et de reconnaître ces qualités qui sont en vous. Et vous allez apprendre à poser un regard beaucoup plus bienveillant à l'égard de ce que vous considérez comme votre négativité. Parce que par exemple, derrière de la colère, vous dites la colère c'est pas bien, mais derrière la colère se cache souvent de la peur et de la tristesse, donc finalement c'est une souffrance. Mais si vous savez le regarder sous un autre angle, eh bien ça peut tout changer et ça peut vous aider à vous défaire de vous-même.
Et puis, on va voir des pratiques pour vous aider à canaliser vos énergies, pour réaliser plus aisément vos objectifs. On va voir les incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, qui sont des pratiques extraordinairement puissantes qui vont vous aider dans la réalisation de vos aspirations, de vos objectifs, et puis surtout à vous défaire de tous ces conditionnements qui vous collent à la peau. Et puis, on verra, il y a 2 pratiques qui sont vraiment très importantes dans ce cours. C'est la motivation. Pourquoi la motivation? Parce que la motivation, c'est le moteur de nos actions. C'est pas la volonté le moteur de vos actions, c'est la motivation. Mais souvent nos motivations nous échappent, elles sont pas claires, c'est-à-dire qu'elles agissent à notre insu. Et dès qu'on met en lumière nos motivations, d'une part on peut les changer, et surtout on peut donner de la puissance à cette motivation. La motivation, c'est la même racine que le mot moteur. Essayez d'imaginer une voiture qui est en train de monter une pente, mais le moteur est faible. Elle va peiner, elle va avoir beaucoup de mal, peut-être même qu'elle va faire du recul. Alors que s'il a un moteur puissant, elle peut avancer. Et qu'est-ce qui se passe chez une personne qui est motivée? Eh bien, la motivation l'aide à faire fi de tous les obstacles qu'elle va rencontrer sur son chemin. Alors que la personne qui est peu motivée, eh bien, tous les obstacles vont devenir autant d'excuses pour abandonner et laisser tomber son projet. Donc, d'où l'importance. Et il y a une pratique qui est extraordinairement puissante pour renforcer et pour donner de la puissance à cette motivation. La confiance en soi. La confiance en soi, c'est la clé de la réussite d'une vie, c'est le pilier de la réussite d'une vie. Si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Donc comment vous voulez que les gens, comme je l'ai dit au début, si vous êtes là depuis le début de la conférence, quand j'ai parlé de cette amie qui n'arrivait pas à obtenir son poste de responsabilité, parce qu'elle ne se faisait pas confiance. Donc les autres ne pouvaient pas lui faire confiance puisqu'elle ne se faisait pas confiance. Eh bien, si vous n'avez pas confiance en vous, comment vous voulez que les autres vous fassent confiance? Et ça va s'appliquer dans vos relations affectives, dans vos relations sociales, à tous les niveaux, et vous le savez au fond de vous. Mais aussi dans vos projets. Si vous doutez de votre capacité à mener à bien vos projets, comment vous allez le faire pour que ça arrive? Donc la confiance en soi est indispensable à la réussite d'une vie. Quand je parle de réussite d'une vie, je ne parle pas de réussite forcément professionnelle, mais d'avoir ce sentiment d'avoir réussi sa vie, d'être pleinement épanoui, de se sentir comblé par rapport à tout ce que vous avez entrepris et fait dans votre existence. Ensuite, on termine sur une pratique extraordinaire qui va aller dans le sens de cette déculpabilisation parce qu'elle va vous aider à légitimer votre bonheur et vos aspirations. Et vous voyez, c'est une pratique, très belle pratique et très puissante. Et on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit qui va nous emmener vers le 3e niveau. Là, on touche à un point très important parce que la véritable nature de l'esprit, c'est la grande question, c'est qui suis-je? Parce que, vous voyez, il y a un point qui est fantastique auquel on prête peu d'attention dans les cultures. Mais je vais même vous faire un petit exercice comme ça vite fait. Prenez une pensée, n'importe quelle pensée qui s'élève à la conscience. Vous allez avoir conscience de cette pensée, puis cette pensée, elle finit par disparaître. Et puis une autre pensée va apparaître. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'un petit peu de vous disparaît avec cette pensée. Donc la question qui se pose, c'est que si je suis conscient des pensées et que je suis toujours là, et que la pensée a disparu, je ne suis pas mes pensées. Comment est-ce que je pourrais être mes pensées puisque la pensée a disparu et moi je suis toujours là, conscient de la nouvelle pensée qui apparaît? Ça pose une question. Idem pour les émotions. Je suis aussi conscient du corps. Je peux être parfaitement conscient des sensations qui s'élèvent au niveau du corps. Et ces sensations, elles changent, elles se transforment. Mon corps, il se transforme. Au fil du temps, vous voyez bien. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, selon l'âge que vous avez, vous voyez bien que vous n'avez plus tout à fait le même corps. Il a flétri. D'autant plus, c'est très intéressant d'un point de vue scientifique. On sait que le corps change tous les 7 ans complètement. On ne trouve plus un seul des atomes qui constituaient votre corps avant. Le corps, lui, il a changé, mais vous êtes toujours là. Qui est conscient de ce corps? Qui peut être conscient de ce corps? Et donc, c'est très interpellant. Donc, ça amène à cette question, mais qui suis-je fondamentalement? Et là, on touche à la véritable nature de l'esprit. Et c'est là que sont tous nos potentiels de joie, de bonheur, d'amour, de compassion. Et c'est ce qui participe à notre bonheur. Vous avez déjà vu une personne en colère heureuse? Moi, jamais. Une personne déprimée heureuse? Jamais. Une personne triste heureuse? Jamais. Donc, ce sont bien ces qualités humaines que nous portons tous en nous, qui sont présentes en nous,
qui vont participer à notre bonheur. Mais comment les éveiller? Et ça, c'est le troisième volet, de réaliser la véritable nature de l'esprit, de prendre conscience. Et là, il y a toute une démarche extraordinaire, parce que vous allez méditer sur la vraie nature des phénomènes d'abord, pour commencer, la vraie nature de vos pensées, la vraie nature des phénomènes que vous considérez autour de vous, mais vous allez voir, plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir du mal de vous dire qu'il y a un extérieur et un intérieur, parce que vous allez voir à quel point tout est lié. Et puis surtout, vous allez prendre conscience de toutes vos richesses, de tous vos potentiels, qui sont inhérents à votre nature, et que finalement vos pensées, vos émotions, ce sont comme des nuages qui passent dans le ciel, vous êtes le bleu du ciel, mais vous n'êtes pas les nuages. Vous pouvez avoir conscience des nuages, ils ont un rôle à jouer bien sûr, mais ce n'est pas votre véritable nature. Et ça va tout changer. Et vous allez voir des pratiques absolument fantastiques. Vous voyez, par exemple, dans notre culture, dès qu'on parle de compassion, les gens... il y a une incompréhension assez extraordinaire. D'ailleurs, même le Larousse commet cette erreur. Dans le Larousse, c'est décrit « souffrir avec ». Je dis « bon Dieu !» C'est, en fait, la compassion, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai longuement... pratiqué, longuement étudié, parce que moi-même, j'étais le premier à tout confondre et à pas bien comprendre ce que c'était que l'amour et la compassion. Une fois qu'on a identifié clairement les vraies causes de la souffrance, que sont nos pensées, nos émotions, c'est bien cette jalousie qui m'envoie en enfer, c'est bien cette colère qui m'envoie en enfer, ce sont bien ces peurs qui viennent trahir ma sérénité et ma joie de vivre. Donc, c'est bien là qu'est l'obstacle à mon bonheur. Une fois que j'ai conscience de ça, ben, je vais me souhaiter à moi-même de me libérer de ces facteurs perturbateurs de l'esprit, comme les appellent les bouddhistes. Et là, je suis en train de pratiquer la compassion, d'abord envers moi-même. Quand je souhaite à quelqu'un, puisse-t-il se libérer des causes de la souffrance, puisse-t-il se libérer de ses obscurcissements mentaux, je suis en train de pratiquer la compassion. Ça n'a rien à voir avec le « oh, le pauvre, il va pas bien, il faudrait faire quelque chose pour lui, etc. » ou alors c'est quelque chose de sentimental. D'ailleurs, Shimon Rinpoche charriait souvent les Occidentaux, il disait chez vous, vous pratiquez une spiritualité romantique. Et puis, il éclatait de rire quand il disait ça. Donc voilà. Et là, vous avez 31 clés qui vont vous servir toute votre vie, que vous pourrez approfondir sans arrêt, encore et encore et encore, parce que ça c'est extraordinaire. Il y a plein de personnes qui me disent « mais moi j'ai refait plusieurs fois ces 3 niveaux, et chaque fois je redécouvre quelque chose, je redécouvre des clés que j'avais pas perçues au début. » C'est des fois le petit détail qui va tout faire changer, et qui va amener cette prise de conscience salutaire, qui va transformer votre existence. Et ça devient passionnant, ça devient véritablement passionnant, parce que votre vie devient passionnante, parce que vous devenez votre propre sujet d'étude, j'ai envie de dire. Et vous dites « mais c'est intéressant, si je pense de cette manière, ça me donne tel résultat. » Et là, vous devenez libre. Vous devenez libre parce que vous pouvez, effectivement, réformer vos pensées. Rien que parfois, en changeant d'angle de vue, ça va faire toute la différence. Vous dites « ah, mais je n'avais pas vu les choses sous cet angle. » Dans vos relations, c'est pareil. Et donc, une fois que vous avez ces outils, vous pouvez... en faire des merveilles. Il y a des personnes, malheureusement, parce qu'il y a 2 grands obstacles, c'est la peur et la paresse. Les gens, c'est la peur, entre autres la peur du changement, et la paresse parce qu'ils se disent, bon, ben maintenant, il faut que je fasse quand même quelque chose pour que ma vie change. Donc c'est comme la personne qui veut apprendre à faire du vélo, mais qui monte jamais sur le vélo. Il y a un moment, il faudra qu'elle se décide à monter sur le vélo, ou alors qu'elle accepte qu'elle ne fera jamais de vélo. Mais c'est un petit peu pareil. Vous acceptez en disant, bon, de toute façon, ma vie changera jamais, c'est comme ça et je ne suis plus rien. Malheureusement, il y en a beaucoup qui le pensent, même s'ils ne le disent pas. Et puis il y a les personnes, peut-être c'est vous, peut-être parmi vous, ils dites, et moi je pense qu'on peut améliorer son existence, je pense vraiment qu'on peut changer quelque chose. Maintenant, je n'ai pas les bons outils, alors je vais les acquérir pour pouvoir transformer mon existence. Maintenant, c'est à vous de voir. Bon, je reviens vers vous après pour vous reparler de ces démarches, si ça vous intéresse, comment l'appliquer, ce que vous pouvez faire et comment l'obtenir. Maintenant, je vais répondre à vos questions, parce que je vois que les questions arrivent. Alors, attendez, il faut que je fasse une petite manip pour pouvoir voir toutes vos questions. Voilà. 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 Alors, tout peut changer dans le positif après un certain chaos. Mais oui, bien sûr. Ah, si vous saviez, des chaos, j'en ai vu dans mon existence. J'ai été SDF. Bon, je ne vais pas vous refaire tout mon historique, mais pour vous donner des exemples. Et le chaos est tout aussi impermanent
que le reste. Si vous avez compris le jeu des causes et des conditions, un chaos, c'est le résultat de tout un ensemble de causes et de conditions auxquelles, très inconsciemment, vous avez participé et qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation. Mais vous pouvez changer. Mais comment ne plus avoir peur de mourir ? Parce que vous allez mourir un jour. C'est un fait de la vie. Je pense qu'on est dans une culture qui a très très peur de la mort parce qu'on n'arrive pas à l'accepter comme faisant partie de l'existence. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on parle qu'on arrive en fin de vie, mais la vie ne s'arrête pas parce que vous mourrez. La mort fait intrinsèquement partie de la vie. C'est dans le contrat. Vous naissez, vous êtes déjà en train de mourir. Il y a des cellules déjà dans votre corps qui meurent, etc. Donc, c'est déjà... Mais on a... Parce que on est fixé sur la forme, sur l'apparence. Un nuage disparaît, on se dit, ça y est, il est mort. En fait, il se dissout. Et nous, on a cette perception. Donc là, la méditation va nous aider, parce qu'il y a une approche, d'ailleurs dans le 3e niveau, j'aborde la question de la mort, parce que c'est très important. En plus, ça donne le sens à la vie. Quand vous avez conscience de votre mortalité, vous dites, mais j'ai pas de temps à perdre, un jour je vais mourir. Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Est-ce que je continue à me lamenter, à me plaindre, à me pleurer sur mon sort, ou est-ce que je fais quelque chose pour que mon existence change ? Ça réveille. J'ai été confronté plusieurs fois à la mort, je peux vous assurer que vous dites, mais il n'y a pas de temps à perdre. Demain, je peux disparaître. Et qu'est-ce que j'aurais fait de mon existence ? Entre votre naissance et votre mort, il y a un espace, qu'est-ce que vous allez y mettre ? Est-ce que vous allez y mettre des plaintes ? Est-ce que vous allez y mettre des récriminations ? Qu'est-ce que vous allez y mettre ? Et vous trouvez dans votre vie exactement ce que vous y mettez. Et c'est pour ça l'intérêt de devenir un peu plus conscient, parce qu'en étant un peu plus conscient, vous pouvez agir plus consciemment, et donc sciemment mettre autre chose dans votre existence. Comment avancer malgré le fait que certaines personnes nous reprochent nos erreurs ? Mais en fait, si vous comprenez que votre vie c'est une émanation de vos pensées, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard, comme je l'ai dit au début de cette conférence, ce n'est sans doute pas par hasard que vous rencontrez ces personnes. Est-ce qu'elles ne reflètent pas le manque d'estime que vous avez à l'égard de vous, ou le manque de confiance que vous avez à l'égard de vous, et qu'elles vous le renvoient ? C'est Krishnamurti qui disait « Les autres sont un miroir pour nous. Ils nous renvoient à nous-mêmes. » Donc, c'est pour ça que il y a cette expression que vous connaissez tous, « Ne juge point, tu ne seras point jugé ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quand quelqu'un vous juge, et que vous vous sentez jugé, c'est parce que d'abord, vous jugez. Parce que si vous ne vous jugez pas, l'autre il a beau vous juger, ça ne marche pas. Parce que vous avez conscience de vous. Vous avez conscience de vos qualités, vous avez conscience de votre valeur. Donc l'autre ne peut pas vous affecter. Là, vous sentez que des personnes vous font des reproches. Mais parce que vous manquez simplement de confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, ça ne vous affecte pas. Prendre soin de nous, dans quel sens ? Je pense l'avoir développé, peut-être que vous n'êtes pas venu au début de la conférence, donc je vous invite à regarder le replay. Que devons-nous faire concrètement ? Je viens de développer ça, donc à mon avis, vous venez d'arriver, vous. Comment réagir devant une personne très proche, conjoint, qui ne me respecte pas et qui ne prend pas en considération ma parole, des colères et l'agressivité agrandie ? Je ne peux le changer. Est-ce la séparation le seul moyen ? Comment se faire respecter corps-esprit ? Mais si vous êtes là aussi depuis le début, j'ai vraiment insisté sur ce point. Comment vous voulez que les autres vous respectent si vous ne vous respectez pas vous-même ? L'autre, encore une fois, il vous donne le change. Il vous renvoie vers vous-même. Parce que comment se fait-il que vous rencontriez ce type de personnes ? Une amie psychologue disait toujours aux personnes qui venaient la voir, elle disait « Mais les autres vous traitent comme un paillasson parce que vous positionnez comme un paillasson. Ayez un peu plus d'estime de vous, ayez un peu plus conscience de votre valeur, et l'autre ne pourra plus vous jeter ses mauvais sorts. » Et c'est pour ça, je parle de l'amour de soi. Elle est indispensable, parce que plus vous allez vous aimer, ça vous protège contre les mauvais traitements. L'autre ne pourra plus mal vous traiter. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée, si vous étiez au début, de cette personne qui manquait de confiance en elle. Et donc on ne lui accordait pas son poste de responsabilité, et je lui ai dit, mais les autres ne peuvent pas te donner leur confiance, puisque tu es la première personne à ne pas t'accorder cette confiance. Donc comment vous voulez que ça marche ? Et le jour où elle a pris conscience de ça, qu'elle a commencé à se faire confiance, eh bien là, les choses ont commencé à venir à elle. Et les choses ne changeront pas. Shimon Rinpoché disait toujours, les obstacles ne sont pas à l'extérieur, ils sont en vous. Et si vous avez conscience de ça, là, vous pouvez vraiment faire quelque chose et vous ne serez plus impuissant. Je médite depuis 2 ans chaque jour, plus Reiki, mais mes peurs et angoisses sont toujours présentes. Cela me
permet de mieux les gérer, certes, mais pas d'être complètement épanoui. Parce que vous êtes encore comme toutes ces personnes qui se limitent à la pratique, je suis quasiment sûr que c'est ça, à la pratique de la pleine conscience, et ça ne suffit pas. Si vous ne méditez pas sur la nature des phénomènes, et donc la nature de vos pensées et de vos émotions, vous ne pouvez pas vous en libérer parce qu'ils continuent à vous manipuler. Donc, il faut aller plus loin dans votre démarche et pas vous limiter à ce que vous avez. Après un passé très compliqué, je culpabilise pour tout. Cela me réveille de peur de traverser les routes. Pensez-vous que votre méthode puisse me faire du bien? Je me juge sans cesse nul. Elle ne vous fera du bien que si vous la mettez en application, mais oui, j'ai vu plein de personnes dans votre situation avoir de nettes améliorations, mais à condition d'accepter de prendre sa vie en main et de faire ce qu'il faut. Comment savoir qui nous sommes intrinsèquement, puisqu'il nous faut bannir nos anciennes émotions, peur, manque? Non, vous voyez, c'est rigolo comment vous interprétez les choses. Bannir, c'est comme si vous disiez, je vais bannir les nuages. On ne peut pas bannir les nuages. Les nuages font partie du ciel. Elles sont dedans, mais d'avoir davantage conscience du bleu du ciel qui est au-delà des nuages. Donc on ne le bannit pas, on continue à avoir les nuages. Les nuages continuent de passer, mais ils ne nous affectent plus, ils n'affectent pas le bleu du ciel. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette démarche. Et quand tout va de pire en pire, est-on sur le bon chemin? Non. Ben non, puisque ça va de pire en pire. Alors je sais qu'il y a des philosophies qui disent ça, mais alors je sais qu'il y a des passages, on va dire, parfois dans son existence qui sont difficiles. C'est ce que Jung disait quand il disait il n'y a pas de prise de conscience sans souffrance. Et c'est vrai que parfois c'est terrible. Mais le bon chemin, c'est que quand vous commencez à avoir plus de joie, plus de plaisir à faire les choses, de commencer à mieux vous aimer, avoir un peu plus de respect, là oui, ça commence à aller mieux. C'est-à-dire que les choses vont de mieux en mieux. Savoir que l'on n'est pas bête, que nous sommes plutôt doués manuellement, et ne pas avoir confiance en soi, ben oui, ça n'empêche pas, parce que vous pouvez avoir conscience de vos capacités, de vos talents, mais pas avoir suffisamment confiance en vous pour j'aime pas le terme exploiter, mais pour en bénéficier et en faire bénéficier les autres aussi. Est-ce que sortir de la culpabilité, c'est travailler sur la confiance en soi? Chez moi, on ne travaille pas, on se fait plaisir d'abord. Oui, en fait, le fait de se libérer de la culpabilité va forcément augmenter la confiance en vous. Puisque la culpabilité sape votre confiance en vous. Peut-on changer à 70 ans? Il n'y a pas d'âge pour changer. Parce que, comme disait Maman Damayi, qui était une sage indienne, qui disait « c'est de là où on en est qu'il faut partir ». Et vous pouvez faire un pas, même à partir de 70 ans, vers un peu plus de bonheur. Je vais vous dire, mon plus ancienne élève, et moi j'étais très jeune quand j'ai enseigné à l'époque, avait 92 ans, c'était un prêtre catholique qui est venu, il a adoré mes cours, il était même épaté, il m'a dit, mais on devrait enseigner ça au séminaire, il trouvait ça extraordinaire. Et lui-même me disait, et je crois qu'il n'est pas trop tard pour moi encore pour apprendre. Moi je trouvais ça fantastique. C'est un peu notre culture, on se dit, voilà, à 70 ans, on n'est plus bon à rien, on est bon pour le rebut, ou même plus tard encore, je trouve ça terrible, hein, c'est assez fantastique. On est jeune à 70 ans, parce que l'esprit ne vieillit pas, ce que nous sommes. Vous voyez, je parlais de la nature de l'esprit, mais lui ne vieillit pas. Mais comme on est fixé sur les nuages, eh bien on dépérit. Les nuages, eux, ils changent et ils se transforment, alors que la nature de l'esprit, ce que nous sommes, c'est-à-dire le bleu du ciel, lui, il est toujours espiègle, on y trouve de la joie, enfin bref, c'est ce que nous sommes, et c'est la vie. J'avais un agrément pour l'adoption d'un enfant, cet agrément prend fin, aucun enfant ne m'a été confié, malgré mon agrément, en quoi suis-je responsable ? Je ne sais pas, là on ne parle pas de la même chose. Là vous parlez de circonstances. La question, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ça vous arrive à vous alors que ça n'arrive pas à d'autres? Pas dans le sens, mais ne voyez pas dans le sens d'une culpabilité, de se dire qu'est-ce qui fait. C'est comme, je reprends l'exemple de cette personne à qui on n'accordait pas ce poste de responsabilité parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. C'est en ce sens qu'elle était responsable qu'on lui refuse son poste de responsabilité, parce qu'elle n'avait pas assez confiance en elle. Et moi, la question que je me poserais, est-ce que vous y avez suffisamment cru pour que ça arrive ? Est-ce que vous aviez suffisamment confiance pour que ça arrive? Ou est-ce que vous n'étiez pas dans la dualité? Et là, ça demande d'être honnête envers soi-même.
Est-ce que quand vous pensez à cet enfant, est-ce qu'il n'y avait pas des peurs derrière? La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être un bon parent, etc. Il peut y avoir toutes sortes de facteurs très inconscients qui vont faire que le projet va capoter. Et qui fait que ces circonstances se sont produites. C'est juste la question que je me pose, et peut-être la question que vous pourriez vous poser. Alors, on va bientôt arrêter les questions. Là, je prends les 2 dernières. Comment faire pour ne plus se faire manipuler? Car des fois, on s'en rend compte qu'au dernier moment. Plus vous aurez conscience de vous, plus vous aurez conscience de votre valeur, plus vous aurez de l'amour et de la compassion pour vous, et moins on peut vous manipuler. Parce que ça ne marchera plus, l'autre il ne pourra plus vous manipuler parce que vous serez capable de lui dire « Mais attends, non, ça n'entre pas dans ma vie. Il n'est pas question que ça entre dans ma vie. Parce que j'ai suffisamment d'amour, d'estime de moi pour que ça ne se produise pas. » Parce qu'en fait, l'autre ne peut nous manipuler que sur nos zones d'ombre. Et moins vous en avez, moins l'autre peut vous manipuler. Est-ce que c'est nous qui provoquons nos malheurs inconsciemment? C'est pas de cette manière qu'il faut le voir, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est de la mauvaise psychologie. C'est, encore une fois, et c'est exactement ce que je viens de dire par rapport à la manipulation, c'est pareil. Ai-je suffisamment conscience de ma valeur, et suffisamment d'amour pour moi-même, pour ne pas faire exister ces malheurs dans mon existence? Est-ce que je ne peux pas m'accorder autre chose? Comme j'ai dit au tout début, est-ce que vous allez faire un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas? Est-ce que vous allez faire des câlins à quelqu'un que vous n'aimez pas? Est-ce que vous allez prendre quelqu'un que vous n'aimez pas dans vos bras? À moins que vous soyez une sainte ou un saint, il y a peu de chances que vous le fassiez. Eh bien, comment pouvez-vous espérer que quelque chose de positif arrive dans votre vie si vous ne vous aimez pas? Vous n'allez pas vous faire ces cadeaux. D'où la nécessité d'apprendre à s'aimer, de commencer à cultiver et à créer cet amour de vous-même. Alors pour les personnes j'ai vu certaines questions qui ont été posées, je vois que les personnes n'étaient pas là au début de la conférence, je vous invite vraiment à regarder le replay depuis le début parce que j'ai vraiment développé tout ça. Donc maintenant on va revenir sur la démarche si ça vous intéresse. Donc je vous ai développé toute la démarche, ceux qui ne l'ont pas vu encore une fois, je vous invite à le re-regarder. Si ça vous intéresse, si vous voulez acquérir, il y a 31 clés, encore une fois, comme je l'ai dit, que vous pouvez constamment approfondir. Elles vont vous servir toute votre vie, jusqu'à la fin de vos jours, vous verrez. Et quand je dis même la fin de vos jours, ça vous servira. Ça va vous aider dans toutes les situations de votre existence. Il n'y a pas un domaine où vous ne pourrez pas les utiliser. Donc ça, c'est tout l'intérêt. Donc j'ai envie de dire, c'est un investissement à vie. Et c'est ça tout l'intérêt aussi. Alors imaginons, vous voulez commencer, et comme je l'ai dit, dans le plaisir, vous avez envie de vous faire ce cadeau, d'obtenir ces clés. Eh bien, imaginons, vous voulez commencer. Vous pouvez même commencer dès ce soir. On va même vous les faire essayer. Donc si vous quittez pas trop vite, tout de suite après cette conférence, on va vous donner les accès pour pouvoir essayer ces pratiques avant de vous décider. Parce que pour moi, c'est important que vous vous sentiez en accord avec ce que vous découvrez, et que ça vibre, et que vous dites « Ah oui, ça me parle bien ». Par contre, ne faites pas ça à la va-vite. Parce que je vois, il y a des personnes, elles font autre chose, elles écoutent en même temps, c'est un bruit de fond. Consacrez du temps, prenez-vous du temps, comme lorsque vous regardez la télé. Quand vous regardez la télé, vous regardez que la télé. Bon, vous me direz, il y en a, ils font plein de choses, ils mangent une pizza, ils boivent une bière, ou je ne sais pas quoi, ou des pop-corn, ils se parlent entre eux, donc ce qui fait que le film y passe, mais ils n'ont pas retenu grand-chose. Alors, c'est peut-être pas donc forcément un exemple, mais en tout cas, prenez le temps pour faire cet essai, d'écouter dans de bonnes conditions, d'isolement, il n'y a personne qui va vous déranger, vous allez pouvoir vraiment prendre le temps d'écouter, de vous imprégner de ce qui est dit, de pratiquer aussi dans les bonnes conditions. Ne faites pas ça à la porte-pièce. Vous avez de la valeur, respectez-vous, c'est déjà le début du respect, respectez-vous et faites-vous ce cadeau. Faites-le vraiment dans ces bonnes conditions. Et ensuite, vous verrez si ça ne vous convient pas. Partant de là, imaginons, vous avez fait l'essai, ça vous plaît, vous avez envie, ok, j'y vais, je commence, moi ça me plaît bien, ça me parle, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'acquérir ces clés, j'ai envie d'avoir une vie meilleure, de commencer à me faire du bien. Donc, imaginons, vous commencez, vous allez recevoir toutes ces clés, et vous allez recevoir une leçon par semaine. On fait volontairement, on vous envoie pas toutes les leçons parce que c'est très important que vous preniez le temps d'intégrer chaque leçon parce que elle est progressive, c'est étape par étape. Et on a même poussé plus loin encore, vous ne pouvez pas écouter les audios qui suivent tant que vous ne pouvez pas écouter jusqu'au bout
l'audio précédent. Parce que je vois des personnes qui nous disent oui, je ne peux pas passer à la suite. Ben oui, vous n'êtes pas allé au bout du premier audio. Donc vous écoutez le premier audio. Certains exercices, il y a plusieurs présentations audio, parce que j'ai voulu vous donner vraiment, vous faire profiter de toute mon expérience. Ça fait 50 ans que je pratique la méditation. J'ai rencontré de très nombreux sages de différentes traditions, comme, non, je ne l'ai peut-être pas dit dans cette conférence, de différentes traditions. J'ai passé 15 ans avec Shimon Rinpoche, que j'ai côtoyé pendant 15 ans plutôt. Et donc, toutes ces clés, toute cette expérience est condensée dans ce cours, vous allez recevoir. C'est toutes des choses que moi-même je pratique, que j'ai mis en application. Donc, c'est toutes des choses qui ont été vérifiées et que je transmets depuis, même en octobre, ça fera 37 ans que je transmets ces connaissances et j'ai vu tellement de vies changer. Donc, je sais que ça marche. Donc à vous de les mettre en application. Donc vous allez pouvoir écouter ces présentations. Vous allez pouvoir ensuite, vous avez donc chaque fois une présentation écrite, une présentation ou plusieurs présentations audio. Vous avez un exercice audio, vous faites l'exercice audio avec l'enregistrement. C'est pour vous donner la marche à suivre de l'exercice. Et ensuite, vous allez vous entraîner toute la semaine avec cet exercice. La semaine suivante, on va aller un petit peu plus loin. On va approfondir. Et de semaine en semaine, on approfondit. On va chaque fois un peu plus loin, on pousse un peu plus loin. Et vous allez augmenter la maîtrise que vous aurez de ces pratiques, et vous verrez que des changements vont commencer à s'installer. En général, au début, on ressent plus de calme, plus de sérénité, on se sent beaucoup plus en paix. Mais il faut l'intégrer parce qu'au début, ça reste fragile, ça reste vacillant, donc il faut consolider tout ça, et ça, c'est vous allez le faire au fil du temps. Deuxième point, vous ne serez jamais seul. On est là, il y a toute une équipe qui sera à votre service pour vous accompagner. Vous avez des questions à poser, on est là pour répondre à vos questions. Il y aura moi, Nathalie, Loïc, Fabienne, et puis on a d'autres, des personnes, mes bénévoles, qui viennent nous aider, qui nous accompagnent dans cette démarche. On a même créé un groupe de soutien sur Facebook. Alors, il y a des personnes qui vont dire qu'ils sont un peu fâchés avec Facebook. Vous pouvez toujours créer un compte anonyme, vous n'êtes pas obligé de mettre vos photos et tout ça. Mais ce groupe, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il n'y a que Facebook qui propose ce genre de groupe privé. Donc sur ce groupe privé, vous allez faire partie d'une communauté, il y a près de 6000 personnes aujourd'hui, et c'est fantastique ce qui s'y passe parce qu'il y a les anciens qui viennent répondre aux questions des nouveaux, il y a l'équipe qui intervient, enfin bref, vous êtes jamais... Et puis il y a les personnes qui font des témoignages, qui témoignent de leur progrès, ça vous donne du courage, ça vous donne envie de progresser, d'avancer encore dans la démarche. Donc tout ça va faire que ça va participer à votre... à stimuler votre motivation et puis surtout à ne pas vous sentir seul. Donc ça c'est le deuxième point. Et c'est cadeau parce que je peux vous assurer, surtout quand vous allez voir le tarif, la plupart du temps vous faites des formations comme ça où vous vous débrouillez avec des tutoriels, des trucs comme ça. Là vous avez des vraies personnes qui sont là vraiment pour vous aider, vous accompagner. Mais vous verrez que la démarche elle-même est très très complète. Votre cours, vous allez pouvoir le retrouver sur votre espace client. Vous verrez, il y a une plateforme qui est super bien faite, où vous retrouvez les présentations, les audios et plein d'autres choses aussi en plus, en complément. Mais, cerise sur le gâteau, on va vous faire un cadeau, on va vous offrir une application. On a beaucoup investi sur le sujet. Loïc va vous montrer la photo. Voilà. L'application, d'ailleurs, elle a beaucoup changé depuis cette photo. Regardez la troisième colonne. Là, vous trouvez vos cours, présentation audio, présentation écrite, l'exercice pratique que vous retrouvez. Et vous les avez. Et là, vous pouvez retrouver vos cours où vous soyez, vous vous baladez avec. Voilà. Vous avez envie d'approfondir un moment, vous avez envie de vous isoler, de réécouter tranquillement. Et même si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez le faire tranquillement. Ça vous permet de vous en imprégner. Mais en plus de ça, on vous offre plein de gratuits. Vous avez les méditations collectives du dimanche, soit vous y participez, mais vous pouvez avoir accès aussi au replay. Vous avez les balades de Bruno, c'est des super compléments retraite. Vous avez le mot du jour qui est créé par Nathalie. Vous avez des extraits de stages. Vous avez le jeu de cartes. Enfin, vous avez plein de choses comme ça qui complètent les cours. Donc vous voyez, c'est très 60% de notre activité est gratuite. Donc c'est pour vous dire. D'ailleurs, on va retirer l'image. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'aussi, nous sommes une association humanitaire Planète Altruiste. Nous ne cherchons pas l'enrichissement personnel. Tous les cours que nous vendons, les stages que nous vendons, permettent de soutenir nos activités humanitaires, nos projets, tout ce que nous sommes en train de réaliser. Donc c'est pour ça que finalement, on a trouvé, je dirais, un échange équilibré dans le sens où on aide des personnes comme vous, on vous accompagne et en même temps, nous, ça nous permet de faire vivre nos projets. Donc voilà.
Et alors maintenant, côté tarif, combien est-ce que ça coûte? Vous allez voir, mon objectif depuis toujours, même quand j'étais en cabinet, parce que j'ai été pendant 20 ans en cabinet, j'essayais de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ce genre de démarche. Mais je peux vous assurer qu'en cabinet, c'est pas facile, parce que quand vous avez le loyer, les charges, les factures à payer, etc., on est obligé de demander un minimum. Et aujourd'hui, si vous allez voir un professionnel dans ce domaine, vous savez qu'une une séance en général entre 40, et encore 40, on a de plus en plus de mal à le trouver, entre 40 et 150 euros, voire 200 euros la séance pour certains. Donc vous imaginez bien que c'est pas accessible à toutes les bourses, alors que moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que le plus de monde possible puisse y accéder. Si vous deviez faire les 31 clés, donc 31 semaines de cours, 31 séances, donc vous imaginez le tarif, vous multipliez ça par 100, c'est assez exorbitant, tout le monde ne peut pas se payer ce genre de démarche. Aujourd'hui, d'ailleurs, que vous allez le voir par rapport aux tarifs qu'on propose, aujourd'hui sur Internet, formation équivalente, mais il n'y a pas vraiment d'équivalence, mais c'est entre 1000 et 3000 euros la formation. Là, vous n'allez pas en revenir. Alors, d'abord, avant de vous parler du prix, parce que j'espère que vous êtes assis, c'est 11,29 € la clé, la séance. Donc ça fait 349 € les 31 clés, on affiche. Et regardez ce que vous allez recevoir. Si vous commandez dans les 24 heures. Pourquoi 24 heures? C'est voulu parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde. Parce que nous, il faut qu'on réponde aux mails. Ça fait beaucoup de mails qui sont à traiter, donc c'est pas évident. Donc on limite à 24 heures. Vous avez 24 heures pour essayer, c'est largement suffisant pour tester la démarche. Et vous ne payez à ce moment-là que 11,29 €. Vous pouvez toujours commander plus tard, mais à ce moment-là, ce sera 31 €. Vous allez simplement sur coursbruno.fr et là vous regardez, il y a une présentation et tout au long de la page vous avez des boutons sur lesquels qui vous conduisent vers le test pour essayer la démarche et vers le bon de commande. Mais c'est pas tout. Si vous commandez dans les 24 heures, voilà ce que je vous offre. 5 jours de stage en vidéo. C'est une pépite, vous allez adorer. C'est un super complément, vous aurez l'impression d'être au stage. Ce sont des enseignements vraiment d'une très grande richesse. Normalement ça vaut 150 €. Cadeau, on vous l'offre. Vous prenez un atelier, vous allez recevoir un atelier sur la confiance en soi. J'ai parlé de l'importance de la confiance en soi. Là, on vous l'offre, c'est un atelier que j'ai donné à Paris pendant 2 jours. Et là, vous allez avoir 9 heures de vidéos de 1 heure chacune, 2 vidéos bonus. Partout ailleurs, un tel atelier, vous en auriez pour 500 €. Normalement, chez nous, ça vaut 150 € et nous, on vous l'offre. Le CD du mois, là, c'est pareil, ce sont des extraits de stages, d'ateliers, de séminaires que j'ai donnés, que vous recevez tous les mois en téléchargement. On l'appelait CD du mois, c'est pour la forme, et qui vont vraiment compléter vos cours. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très riche. Pour seulement 11,29 € la leçon, c'est rien du tout. C'est vraiment, vous ne trouverez ça nulle part, en tout cas à ce niveau de qualité. On retire l'image. Donc voilà, maintenant vous avez tout. C'est à vous de décider si vous avez envie de tester, d'expérimenter. Vous avez 24 heures pour avoir ce tarif préférentiel. Et après, à vous de jouer. Moi, je vais vous laisser pour terminer cette conférence. D'abord, avec Dr Cyril Asif Thomas, psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux français. À chaque fois, je monte cette vidéo parce que Cyril est devenu un ami. C'est quelqu'un qui est très haut placé dans son domaine en tout cas. C'est quelqu'un de sérieux et il suit les cours aussi. Il est même venu en stage et il va vous en parler, il va vous parler des cours. On vous donne ces témoignages parce que d'abord c'est une personne qui est ultra crédible. C'est le genre de personne qui est très critique, qui a la formation pour pouvoir remettre en question ce genre de démarche. Donc si lui-même trouvait qu'il y avait quelque chose de pas sain, de pas net dans cette démarche, il l'aurait rejeté et il nous aurait jamais fait ce témoignage. On a aussi un autre témoignage d'un chercheur du CNRS aussi, et croyez-moi, il est extraordinairement critique. Vous pourrez l'écouter, il est d'ailleurs sur le site. Et ce sont des personnes qui ont un sens critique parce qu'ils ont une formation poussée qui les amène à avoir ce sens critique. Et donc, c'est des personnes à qui on ne peut pas faire avaler n'importe quoi. Donc, vous avez la garantie, grâce à ça, d'avoir quelque chose de sérieux, de quelque chose qui tient la route. Et c'est une sorte de garantie, voilà,
qui vous permet de vous dire, bon, je mets pas les pieds n'importe où, je vais pas être entraîné dans une mauvaise histoire, c'est plutôt rassurant. Donc on va vous laisser avec Dr Cyril Asif Thomas. Vous pouvez même faire des recherches sur lui, vous verrez, vous pourrez parfaitement vérifier que c'est tout à fait authentique. Et je vais vous laisser avec lui. Et pour terminer, je tiens vraiment à vous remercier d'être venu, surtout d'être resté jusqu'au bout, parce que c'est une conférence qui a été un petit peu longue, mais vous aviez beaucoup de questions, il y avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je vous souhaite vraiment le meilleur, et vraiment, il est temps peut-être pour vous de commencer à vous aimer et de vous donner les moyens de vous aimer. Cette démarche, elle peut marcher si vous vous donnez les moyens pour ça, mais encore une fois, je le répète, je m'adresse avant tout à des personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Si vous attendez un miracle, si vous attendez, je ne sais pas, une pilule qui va tout transformer ou un truc qui va changer votre vie, j'ai pas ça en magasin parce que je sais que c'est du dupe et que ça ne marche pas. On peut avoir des effets parfois, mais qui ne durent pas dans le temps. Là, on vous propose quelque chose sur le long terme et qui vous servira toute votre existence. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite vraiment une très très belle soirée. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander, on peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, hein, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait. C'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça c'est rare. Rudo, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.